BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Pascal Dalloz, il est directeur général de Dassault Systèmes. Et oui, parce que c'est lui qui a pris la place de Bernard Charlès, qu'on connaissait bien ici. Bonsoir Pascal Dalloz. Bonsoir Edwige. Merci de nous réserver vos premières déclarations, du moins audiovisuelles. Alors Pascal Dalloz, c'était le jour où il fallait venir, parce qu'il y a une double page qui se tourne chez Dassault Systèmes, je viens de le dire. Et puis on vient de l'apprendre, ça y est, c'est officiel. Éric Trappier va succéder à Charles Edelstenne à la tête du groupe Dassault, de GMD. Là, il a 85 ans, Charles Edelstenne. On attendait cette nouvelle. Il y avait un petit doute quand même en disant, tiens, justement, est-ce que ça sera Bernard Charlès? C'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Ça change quelque chose pour vous? Comment vous expliquez ça? Vous y attendez? C'est une double page qui se tourne, mais dans la continuité. Il était important pour nous, en tant que Dassault Systèmes, d'avoir notre actionnaire de référence, qui est la famille Dassault, le groupement Marcel Dassault Industrie, qui soit dirigé par quelqu'un qui connaît le groupe. Quant à Bernard Charlès, on fait un duo depuis 25 ans ensemble, et on compte bien faire encore un duo pour les 20 prochaines années. Mais est-ce que ça va changer? Alors, on va quand même dire que Dassault Systèmes est né de Dassault Aviation, grâce à Charles Edelstenne. C'était au départ avec un logiciel Katia, pardon. La question qu'on peut se poser, le fait que ça soit le patron de Dassault Aviation qui devienne le big boss de l'ensemble, est-ce que c'est bon pour Dassault Systèmes ou c'est surtout bon pour Dassault Aviation? Je ne sais pas s'il faut voir les choses comme ça. Je pense que les intérêts de la famille Dassault sont certainement dans des industries de la défense. Le groupe Dassault Systèmes sert d'abord l'industrie, comme vous le savez, l'industrie manufacturière, la santé, les territoires. On a une présence également dans la défense, mais on est largement au-delà de ce secteur-là. Oui. Donc c'est pas forcément une bonne chose, alors, parce qu'Éric Trappier, il connaît que ça, il connaît que la défense, il connaît que les rafales. Mais on a un management expérimenté chez Dassault Systèmes. Oui, d'accord. On voit que quand même la prudence est de rigueur. On va rappeler que Dassault Systèmes, quand même, aujourd'hui, c'est quasiment 60 milliards d'euros de capitalisation. Et après le coup de tabac que vous avez connu jeudi dernier, un peu comme mon invité du reste le même jour, la numéro 2 de BNP Paribas, ça a été une journée noire et pour BNP et pour vous, parce que vous avez un peu déçu quand même dans vos résultats 2023 et puis perspective 2024. Un mot là-dessus quand même. Est-ce que vous-même vous avez été surpris? C'est un baptême du feu un peu sportif pour vous, Pascal Dalloz? Alors je ne dirais pas qu'on a déçu sur les résultats, puisque l'année 2023 elle clôturait notre plan 5 ans. Oui. Comme vous le savez, et on avait comme objectif de doubler le bénéfice par action à 1,20 €, ce qui a été fait. Ce qui a été fait en dépit de toutes les circonstances qu'il y a eu, l'épisode Covid, les différents conflits autour du monde qui ont rendu, je dirais, l'exercice de ce plan un peu périlleux, mais à la fin, on a délivré notre plan et on l'a fait de manière telle qu'on le souhaitait. Pardon, vous avez vu la bourse, là? Vous avez vu la chute de votre titre, là? Youps. Je dirais que c'est peut-être sur la prévision de 2024 que les attentes étaient probablement plus élevées. Bon, on a la réputation d'être aussi prudent dans la façon de faire nos objectifs sur l'année, et on l'assume. Mais est-ce que quand même c'est une manière de montrer que vous, peut-être, justement, vous êtes plus prudent que Bernard Charlès? Cela dit, il y avait déjà eu un coup de tabac, on s'en souvient, sur le titre Dassault Systèmes, mais avec une progression de plus de 40% depuis le début de l'année. Mais bon, quand même, vous vous dites, moi, je suis plus prudent. Non, si vous regardez historiquement nos objectifs en début d'année, on est juste le début d'année. Oui. Il est normal qu'on donne un certain objectif, avec une certaine prudence. On est entre 8 et 10% de croissance sur l'année telle que nos objectifs sont affichés. Une amélioration de la marge de 30 à 50 points de base. Un bénéfice par action qui va croître entre 10 et 12%. Oui, ça vous l'avez dit, oui, c'est important. Surtout, ça va bénéficier aux Dassault, surtout, c'est ça. Et aux actionnaires, parce qu'il y a aux actionnaires, évidemment, mais surtout aux salariés actionnaires, parce qu'on sait que c'est important chez Dassault Systèmes. Je peux corriger cela. Oui. On réinvestit plus des 2/3. Oui. Aujourd'hui, on fait 1,5 milliard, 1,6 milliard de cash flow. Plus des 2/3 est réinvesti dans le développement des activités, soit par de la croissance externe, soit par de la croissance organique.
290 000 clients, 25 millions d'utilisateurs dans le monde et 11 secteurs d'industrie très différents. Parce que au départ, c'est l'aviation, mais maintenant, vous êtes partout. C'est ça qui est très intéressant chez vous. Et même maintenant, on est dans le jumeau virtuel. On y reviendra là-dessus. Puis dans nos cerveaux, on aura un cerveau virtuel. Donc ça va être quand même très, très intéressant. Mais vous êtes dans l'industrie, donc les aviations, les voitures, les villes, le textile. C'est ça qui est assez fascinant. L'intelligence artificielle. Est-ce que ça va complètement bousculer la donne chez Deux-Systèmes? Parce que vous êtes un groupe de technologie. Oui. Donc l'IA, surtout l'IA générative, évidemment, ça va complètement bousculer. Vous devez refaire tout, non? Alors déjà, ça fait quand même quelques années qu'on fait de l'IA générative. Au fond, on a même démarré, je dirais, il y a plus de 10 ans, quand on a fait l'acquisition de Exalead, qui était le moteur de recherche. Oui, on se souvient. Ouais. Où là, on a commencé à s'intéresser au grand patrimoine de données, puisqu'il faut avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est avant tout les patrimoines de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patrimoines de données? Nous, on extrait de ces documents, souvent ces documentaires, les savoirs et les savoir-faire de l'industrie. Et on a des technologies qui permettent d'extraire tout ce savoir qui est emprisonné dans des documents pour les rendre disponibles au plus grand nombre dans l'entreprise. Oui, mais pardonnez-moi, Exalead, c'est un peu l'équivalent de Google, si j'ose dire. Enfin, c'est un moteur de recherche. L'intelligence artificielle, c'est complètement autre chose. C'est une évolution de ces techniques-là. Ah oui, une sacrée évolution. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a démarré il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, pour nous, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est pas une façon de réduire nos coûts. Non, mais ça, on verra ça après. Voilà. Ouais. On va rester dans la techno avec vous, parce que notre système, c'est quand même la techno. Mais non, mais c'est important parce que c'est d'abord une façon pour nous d'étendre ce que l'on fait. Mais comment? Et au fond, le plus important, c'est aujourd'hui, on a des logiciels qui sont très sophistiqués. Et pour les utiliser, il faut parfois être très largement formé. L'intelligence artificielle et l'intelligence générative permettent de mettre des techniques assez avancées dans des mains forcément qui ne sont pas forcément les plus expertes. Un exemple de cela, on a une application qui permet de faire de l'aménagement d'intérieur. Qui s'appelle Home by Me, je vous encourage à y aller. Elle est gratuite. Home by Me. Home by Me. Home. Voilà. Ouais. Elle est très intéressante parce qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour faire des suggestions de décoration. Donc vous interrogez le système, vous dites je voudrais un intérieur chaleureux et automatiquement en fonction de votre intérieur, il va vous fournir des différentes décorations automatiquement. Ah oui, et c'est gratuit pour les particuliers? Oui. Oui, d'accord. Oui. Et donc l'intelligence artificielle, en fait, liste, je sais pas, tous les éditeurs de tissus, de canapés de la planète entière? Oui, également les combinaisons des meubles, des peintures, des matériaux qui vont ensemble par rapport à un style. Mais on voit dans la santé, on sait que c'était une très grosse acquisition que vous avez faite, c'est la plus grosse acquisition avec Medidata. Bon, on va y revenir parce que c'est un petit peu plus fragile, on va dire, vers les perspectives. Cela dit, là aussi, l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer. Oui, alors, on fait deux choses. D'ores et déjà aujourd'hui, quand on fait un essai clinique, vous savez, Medidata, c'est le spécialiste des essais cliniques, il y a ce qu'on appelle le bras de contrôle synthétique. Donc, quand on fait des résultats d'essais cliniques, il faut pouvoir toujours les mesurer par rapport à une population de référence. Cette population de référence, aujourd'hui, on est capable de la récréer automatiquement avec les patrimoines de données qu'on a accumulés sur les précédents essais. C'est un gain de temps et un gain d'efficacité et de pertinence des résultats. De combien, de l'ordre de combien? On aime bien les chiffres. C'est un tiers. Vous gagnez un tiers énorme. En termes de temps, en termes de coûts. Ouais. En termes de salariés? Non, ça évite surtout de pouvoir... non, c'est pas de salariés, ça évite... Comment ça marche à l'essai clinique? C'est des cohortes. Des cohortes de patients. Ceux que vous voulez mesurer, c'est ceux à qui vous donnez le médicament et qui sont malades. Par contre, pour des questions parfois de comparaison, vous allez donner soit un placebo, soit vous allez donner... vous n'avez pas donné le médicament à quelqu'un de malade. Je dirais que ça remplace en fait tout ceci qui est... pas forcément la façon la plus efficace. On va rester après, on va revenir sur vos résultats, votre plan de bataille un peu dans la santé, justement, parce que c'est un petit peu souffert. Juste cette histoire de jumeaux virtuels, c'est pour quand? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Ça existe déjà, les jumeaux. Oui, ça existe, je sais, mais là c'est vraiment ce concept, il est en train d'exploser, quoi. C'est exactement là où il va. Se banaliser, encore mieux. Ou se généraliser, je dirais. Comme vous voulez. Là où il va. En fait, on fait des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques depuis 40 ans. On a démarré avec des produits compliqués, que c'était l'avion, la voiture. Et progressivement, comme vous l'avez très justement dit, on va vers des produits beaucoup plus simples, mais où la complexité est d'un autre ordre. Là où il y a une grande différence, c'est que ces jumeaux numériques, ces jumeaux virtuels, ils sont connectés au réel aujourd'hui. Parce que la plupart des produits communiquent
directement et ça permet de les faire vivre. L'exemple le plus simple, c'est quand vous avez une voiture autonome, elle a son jumeau virtuel, elle collecte l'ensemble des informations et ce jumeau virtuel aide à l'autonomie du véhicule. D'accord. Et mon cerveau ? Mon cerveau, il a un jumeau virtuel, ça va m'aider à réfléchir, à dire moins de bêtises. Non, je sais, ça va surtout aider à pouvoir le soigner. Ouais. On a un exemple. Il en a grand besoin. Ouais. On a un exemple concret. On a travaillé avec une société qui s'appelle Biogen, que vous connaissez peut-être, qui est une biotech américaine, qui a trouvé un nouveau dispositif thérapeutique pour soigner des pathologies neurologiques. Mais une des problématiques du cerveau, c'est pour pouvoir accéder. On a fait 2 jumeaux numériques, un du cerveau, un du médicament. Et pourquoi on a fait le jumeau numérique du cerveau ? Parce qu'on utilise le fluide qui coule au sein de votre colonne vertébrale pour pouvoir amener le médicament à l'endroit qu'il faut traiter. Voilà un exemple concret de l'utilisation des jumeaux numériques. Alors, l'activité santé, on reste sur l'activité santé. Donc, il y a eu un petit ralentissement quand même en 2023. Notamment, on en parlait avec Medidata que vous avez acquis en 2019. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est quoi votre plan de bataille ? Oui, alors le ralentissement, il faut encore une fois le mettre en perspective. On a eu une bulle Covid. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre d'essais cliniques d'une année sur l'autre, il a augmenté de 25% pendant la période Covid. On peut imaginer, oui. Voilà. La tendance sous-jacente de la croissance du nombre d'essais cliniques, elle est de l'ordre de 5 à 6% par an. On est revenu à ce niveau-là en 2024. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un excès de croissance sur les années post-Covid, et là on est revenu à une tendance, et c'est ce qu'on voit, on voit une compression des volumes, mais je dirais que c'est derrière nous. D'accord, donc perspectives sont plus Perspectives, en 2025, on revient à une croissance à 2 chiffres, et entre 2024, on va revenir progressivement, on va accélérer au fur et à mesure de l'année. Alors si on reste sur vos résultats là, qui ont quand même un petit peu déçu, 2023, 2024, c'est vrai que ça a vu ce coup de tabac en bourse, comment vous l'expliquez ? On va redonner-nous les chiffres rapidement, enfin même s'ils vont s'afficher pour ceux qui nous regardent à la télévision. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est probablement la perspective sur 2024 qui était attendue à être peut-être un petit peu plus haute. On a une certaine prudence, notamment, encore une fois, de la reprise de l'activité sur les essais cliniques. Voilà, moi, je dirais que c'est l'explication que j'en donne. Aujourd'hui, après, si vous regardez tous nos fondamentaux, ils sont en place, les relais de croissance sont là. Notre mouvement vers la souscription se fait. Donc, on va rappeler rapidement chiffre record, donc un peu moins de 6 milliards, 5,95 milliards. C'est ça qui est fou parce que vous avez une capitalisation de 60 milliards, enfin juste de 58 milliards. C'est quand même impressionnant hein, de voir le multiple. Vous avez un bénéfice en hausse de près de 1,6 milliard. C'est ça. C'est une performance, en fait, qui clôt quand même, c'est une performance, hein, même si la bourse n'a pas apprécié, qui clôt votre plan à 5 ans. C'est quoi votre nouveau plan à 5 ans maintenant ? Pascal Dalloz, c'est vous qui prenez les rênes, allez-y. Donc le nouveau plan, il est dans la même trajectoire, c'est-à-dire il vise un doublement du bénéfice par action en 2028. C'est drôle de donner ça comme... ça veut dire que c'est vraiment un groupe familial, hein, c'est pour ça que vous donnez ça, vous mettez ça en avant ? Non, on est une Non, mais c'est drôle parce que c'est votre argument le plus fort, alors que là, on n'est pas... Je ne suis pas une émission de bourse, donc c'est plutôt stratégique. Non, il y a plusieurs éléments. D'abord, on est une entreprise de long terme. Oui. Et on est une des rares sociétés à donner des objectifs à 5 ans. La plupart donnent des objectifs à 3 ans, quand elles en donnent. Ensuite... le doublement, il montre cette trajectoire. Vous l'avez dit, 60 milliards, un peu moins de 60 milliards en bourse. On a plus que doublé sur les 5 dernières années. Et comme vous le savez mieux quiconque, les marchés anticipent une croissance, et une croissance qui vient d'un positionnement stratégique. Donc le positionnement stratégique de Dassault Systèmes sur les 5 prochaines années, il est assez simple. Il est des jumeaux numériques pour 3 secteurs d'activité. Les objets, l'industrie manufacturière, la santé et les territoires. Il est sur une accélération de la souscription, du modèle de location du logiciel, qui aujourd'hui représente un peu moins de 2 milliards. Oui, c'est ça qui change un peu, c'est le modèle de licence, c'est ça que vous voulez dire là ? Oui. Ça change parce qu'avant on signait, on avait un abonnement, et vous ce que vous voulez faire c'est à l'unité ? Non, autrefois vous achetiez un droit perpétuel d'utilisation et maintenant vous le louez à l'année. D'accord. Et ça donne une récurrence du revenu, une visibilité qui est meilleure pour nous. Ça rapporte autant ? Oui.
Oh, il y a un petit doute, non, quand même ça? Non, pas du tout, pas du tout. Et on est une des rares sociétés qui s'engage à faire ce mouvement-là, et on l'a fait en grande partie d'ores et déjà, hein, sans avoir à casser le modèle de croissance et la dynamique. La plupart des sociétés qui ont transitionné d'un modèle de licence vers un modèle de souscription ont eu des accidents de croissance, ce qui n'est pas le cas. Là, vous êtes presque à 6 milliards. Oui. Il aimait bien, Bernard Charlès, pardon de parler de lui, mais comme vous le connaissez bien, vous l'avez rappelé depuis 25 ans, il avait fixé l'objectif de 5 milliards, je m'en souviens, il avait dit ici même. Vous, votre objectif à 5 ans, c'est quoi? C'est des milliards? Oui, on s'en rapproche en tout cas. Dans 5 ans, le chiffre d'affaires, vous le voyez à peu près là. Oui. Et le bénéfice? Bah, Là, on est à 6. Non, le bénéfice de 40 en EPS. Oui, d'accord. Enfin, Et donc, vous fixez quoi, pardon? Pour le bénéfice. Objectif, oui. Ah, bah, si vous... À 5 ans. Aujourd'hui, c'est 33%, 33-34% la marge d'exploitation, donc c'est un tiers. Ouais. Est-ce que Donc c'est le doublement. Hein. Et où sont les pays où vous avez le sentiment que ça se développe le plus? Est-ce que ce sont les États-Unis quand même? Alors C'est paradoxalement... très important pour vous. Oui, bien sûr. Alors là, si vous regardez en 2023, la plus grosse performance, elle est en Europe, avec 14% de croissance sur l'année. Les États-Unis sont en croissance de 7% et l'Asie était en croissance de 3%, notamment avec la Chine qui a eu, je dirais, un démarrage plutôt lent et qui a accéléré puisqu'on a fini à 15% de croissance à la fin de l'année. Maintenant, quand on regarde les perspectives, ces 3 zones géographiques, elles nous offrent encore des potentiels de développement importants. Il y a 14 millions de sociétés industrielles dans le monde. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on en équipe un peu moins de 300 000. C'est 2% de pénétration. Ouais. C'est ce qui m'étonne juste en conclusion, j'ai encore 2 questions pour conclure, Pascal Dallot, c'est l'intelligence artificielle, on n'a pas l'impression que c'est un booster pour vous? Ça l'est, évidemment. Ça l'est, encore une fois. Parce que 10% de croissance, voilà, vous restez là-dedans, dans cette épure-là. Vous n'avez pas l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer et on fera 15% de croissance. Non, ça permet, encore une fois, je vous l'ai dit, d'aller chercher des populations ou des utilisateurs qui étaient historiquement pas les nôtres. Ouais. Et c'est important, c'est vraiment important. Quand vous regardez notre histoire, on a démarré du bureau d'études, on a connecté le bureau des méthodes, les usines, l'ensemble des métiers. Maintenant, il est important que dans cette chaîne-là, le consommateur, le citoyen, le patient soient connectés. Et pour autant, ce ne sont pas des gens qui sont des experts, mais l'intelligence artificielle permet d'offrir des services à ces gens-là. D'accord, donc là maintenant vous visez, là vous étiez vraiment B2B complètement, et là vous devenez B2C, donc vers le particulier. Voilà, je dirais qu'on fait une extension vers les clients de nos clients. Ouais, mais ça c'est quand même un mouvement important. Très important. Ouais. Et ça c'est là-dessus que vous allez appuyer votre développement, c'est ça? Oui. C'est ça l'objectif. La deuxième chose, c'est qu'on le fera évidemment en utilisant principalement les infrastructures cloud, parce que c'est celles qui permettent de rendre ces services accessibles au plus grand nombre. Je ne suis pas du tout intéressé par l'intelligence artificielle, la cybersécurité d'Atos. Non. Non? La réponse est déjà non. Elle reste non? Oui. Ouais, parce que c'est sûr, vous êtes d'accord que c'est un peu sur la table. Ça l'est. On vous a sollicité? Oui. D'accord. Et la réponse est toujours non. Et toujours non. Eh ben moi c'est clair. Merci Pascal Dallot d'avoir été avec nous, donc le patron dorénavant d'Asso Systèmes, directeur général de l'Asso Systèmes, où il y a donc 2 pages qui se tournent. À tout de suite les infos avec Guillaume Paul.